Alors je propose de passer à la dernière étape de notre colloque. Comme vous le savez, nous sommes en 2011 et comme vous le savez peut-être, l'UPSI a été créé en 1981, donc nous fêtons notre 30e anniversaire, donc bon anniversaire chers collègues. Et nous avons voulu réserver une plage horaire de ce colloque pour fêter cet anniversaire. Et quoi de mieux pour fêter cet anniversaire que de donner la parole à celles et ceux qui ont largement contribué tout au long des dernières années à faire de l'UPSI ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une association qui est à la fois jeune et dynamique, mais qui compte véritablement dans le paysage de l'enseignement supérieur. Alors pour commencer les présentations, j'ai le grand honneur d'accueillir deux collègues, deux amis même. Il s'agit d'abord de Luc Launay, qui est inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et puis Jacques Ayache, qui est professeur de sciences de l'ingénieur au lycée Louis-le-Grand à Paris. Et ils vont venir ici nous présenter comment eux, et avec d'autres, toute une équipe, ont réussi finalement à mettre en place il y a 15 ans, si je ne me trompe pas, eh bien, la première édition du colloque, auquel aujourd'hui nous vivons la 15e édition. Chers collègues. Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est avec plaisir, avec honneur, que nous nous retrouvons aujourd'hui devant vous. C'est vrai que c'est aussi particulièrement un moment d'émotion, je crois, de revenir au sein des journées de l'UPSI, particulièrement dans cet amphi de Cachan, qui nous a connus attentifs par moments, moins attentifs à d'autres moments. Et donc on va essayer de faire un point avec vous sur finalement quelque chose qui nous appartient tous. Et donc c'est un petit peu l'orientation qu'on a souhaité donner à notre présentation devant vous. Bon, alors, quand Hervé nous a demandé de faire cette présentation, on s'est d'abord posé la question de savoir si on n'allait pas faire ancien combattant de la dernière guerre, de l'avant-dernière guerre, etc. Donc, dès que vous le sentez un petit peu comme ça, vous nous le dites et on arrêtera tout de suite. Deuxième chose, j'aimerais nous voyons que Luc est IAS2N, donc on peut se poser la question de ce que ça veut dire. Je sais pas, c'est peut-être professeur de classe prépa qui a mal tourné ou quelque chose comme ça. Oui, il y a un peu de ça. Même il y a IPR qui finit par mal tourner. Donc je ne suis pas certain effectivement que ce soit une mission ou une fonction qui soit très bien connue. Écoutez, il y a un IA DSDEN par département, qui a en charge donc tout ce qui touche à l'éducation nationale sur son département, les écoles du premier degré, les collèges, les lycées professionnels, et qui travaille auprès d'un recteur d'académie. Voilà, c'est lui notamment qui envoie les dotations dans les établissements. Voilà un sujet forcément très chaleureux à évoquer entre nous. Donc pour la situation qui me concerne, donc je suis à Clermont-Ferrand, j'ai en charge le département du Puy-de-Dôme. Ça fait environ 110 000 élèves et à peu près 10 000 fonctionnaires en action, et bien évidemment majoritairement des enseignants. Et puis pour vous situer les choses, un inspecteur d'académie, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup moins qu'un professeur de classe préparatoire. Voilà, ce qui permet de situer le positionnement. Bon, alors on va pouvoir commencer une fois que ces préliminaires ont été effectués. Voilà, donc on aimerait dans un premier temps parler un petit peu de la jeunesse de tout ça, et on remontera pas trop loin, en 95, c'est la réforme des classes prépa, dont l'objectif principal c'était d'assurer une diversification des parcours de ces PGE qui conduisent aux filières d'excellence. Et les quelques éléments qui nous paraissaient importants de soulever dans cette réforme, c'est la création de la nouvelle filière dite PSI, donc de l'ingénieur, qui a l'ambition de développer chez les étudiants un sens affirmé du concret. Vous pourrez lire tout ça dans le document. C'est l'introduction des sciences industrielles pour l'ingénieur, dont l'objectif principal, c'est d'acquérir des compétences qui sont déjà écrites à l'intérieur des programmes, on le verra juste après, édités à cette époque. Et puis qui ont un gros avantage, c'est qu'elles recontextualisent les savoir-faire vus en maths et en sciences physiques, ce qui n'est pas plus mal aussi pour nos étudiants. Et la mise en place aussi des TIPE, voilà 3 éléments cruciaux qui nous paraissent importants. Alors ce qu'on s'est proposé de faire avec Jacques aujourd'hui, c'est de vous lâcher des scoops. Parce que nous on porte des secrets depuis des années, et aujourd'hui on a dit forcément on va les... C'est en quelque sorte des secrets de famille. Alors on ne peut pas les écrire,
mais on va vous les dire, c'est la tradition orale, vous savez, des griots, donc on va vous laisser un certain nombre de secrets. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un petit focus sur la situation que décrit Jacques, parce qu'à ce moment-là, on est dans les années 94, 95. La situation de l'enseignement des sciences de l'ingénieur n'est pas du tout celle que vous connaissez aujourd'hui. On peut même dire que la relation entre l'UPSTI, par exemple, et l'inspection générale est une relation qui est à construire. Elle n'est pas dans la situation de confiance et de relation aujourd'hui étroite que vous connaissez. Pour faire quelques petits focus, je dirais que, d'une certaine façon, il y a deux documents de référence, je parle sous l'autorité, bien sûr, de Jean-Marie Virly, il y a deux documents de référence qui traduisent la mécanique moderne. C'est deux ouvrages, c'est le Borzec-Lautry, d'une certaine façon, et puis le Memento de l'UPSTI. Vous êtes d'accord avec moi? Ce Memento, d'ailleurs, qui a fait la fortune de l'UPSTI, qui a été retiré des librairies lorsque le programme a évolué, et qui continuait néanmoins à se vendre sous le manteau. Et je suis sûr qu'il en circule encore aujourd'hui. Hein, donc c'était deux éléments. C'est la période dans laquelle on trace des chaînes de cotes unilimites. Il faut se rappeler de ça. C'est la période dans laquelle on dessine des piles de pont en 5 vues sur des formats demi-raisin. Donc c'est ça l'ambiance des années 93-94. Bon, alors si on prolonge, finalement, et qu'on focalise un petit peu sur les sciences industrielles pour l'ingénieur, j'ai repris quelques éléments du programme, de nos programmes, surtout pour indiquer qu'ils étaient déjà écrits comme ça en 95 et puis remodelés en 2003-2004. Et ils s'intéressent bien sûr à l'analyse, la modélisation de situations concrètes, la validation de performance, enfin vous connaissez tout ça. Et ce qui est très important de noter, c'est que déjà à cette époque, les programmes étaient déjà sous cette forme-là, indiqués. Nous, à l'UPSTI, on s'est dit comment permettre aux étudiants, en abordant la complexité dans les systèmes industriels, d'acquérir des savoirs, des savoir-faire, des savoirs mobilisés, des savoir-être, enfin bref, ce qu'on appellera un tout petit peu plus tard des compétences. Mais pour devenir opérationnel dans la démarche de l'ingénieur ou du chercheur, comment faire, sachant qu'on a des contraintes de programme qui sont déjà imposées? Eh bien, on s'est dit qu'il fallait sûrement aborder la complexité de tout ça par l'étude des systèmes industriels et donc ne plus se focaliser sur des systèmes qui soient simplement issus de notre imaginaire ou de manière trop importante de documents livresques, par exemple. Ah, voilà, je sais qu'il y a pour Luc un mot que j'ai repris mais qui me paraît important, c'est réfuter systématiquement que les sciences industrielles pour l'ingénieur soient les sciences industrielles de l'enseignement. Alors peut-être que là, Luc, tu as peut-être quelque chose à dire? Oui, c'est vrai que c'est un cheval de bataille qui est le nôtre depuis longtemps. On a souvent, enfin moi j'ai joué sur le contraste entre les STI et les STEN, sciences et techniques de l'éducation nationale. C'est vrai qu'on peut le décliner de la même façon. C'est-à-dire cette logique qui voudrait qu'on développe nos outils, qu'on se pose des problématiques entre nous, et comme on est assez malin, les outils qu'on enseigne répondent forcément aux problématiques qu'on se pose. Et on peut être dans une trajectoire complètement divergente qui peut durer un certain nombre d'années, la question fondamentale étant toujours de savoir à quoi nous servons. Peut-être aussi que déjà à cette époque, on s'était confronté à la résolution de cette petite équation 2 plus 3 égale 5. 2, c'est les 2 années de classe prépa, 3, les 3 années d'école d'ingénieur. Et finalement, on a conclu que le mur hypothétique qui se trouvait entre les classes prépa, notamment en sciences de l'ingénieur, et les écoles d'ingénieurs ne devait pas exister. Donc cette équation était fausse et qu'il fallait envisager les choses de manière beaucoup plus continue en travaillant en concert avec les écoles d'ingénieurs. Et donc résoudre une équation du type 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 5 était préférable. Bon, parallèlement, préparer nos étudiants à l'évaluation de compétences au concours, c'est aussi un des moteurs qui nous a pilotés. Et puis guider les étudiants lors de la formation de TIPE. Donc tous ces ensembles de contraintes nous ont amenés à ça. En regardant autour quels pouvaient être les éléments qui étaient forts. Donc la réforme des CPGE de 95, qui a été un élément important. Assurer les transferts technologiques et pédagogiques vers nos étudiants. Organiser ces transferts, bien sûr. Se poser la question de savoir quelle était la position des SI dans la formation des ingénieurs. Assurer éventuellement une formation continue des professeurs de SI, de CPGE.
Ne pas négliger que tout se passe entre personnes et entre êtres humains, et donc organiser ces échanges et organiser cette dimension humaine et assurer cette dimension humaine, c'est indispensable. Nous permettre d'assurer une veille technologique et scientifique, et puis organiser aussi d'une certaine façon la visibilité de l'UPSTI à l'extérieur, parce que parler entre nous du fait que tout ce que l'on fait c'est bien, c'est intéressant, c'est satisfaisant pour les uns pour les autres, mais ça n'est pas forcément le mieux au point de vue de l'indépendance d'esprit. Je pense que nous avons pensé à ce moment-là que organiser cette visibilité, les gens de l'extérieur devaient nous voir, les industriels, les chercheurs, les universitaires, bon, etc. Alors, si là aussi on se repositionne, tout d'abord un petit discours de précaution. Vous savez, ça vous arrive peut-être de regarder la télévision le dimanche, et si vous allumez votre télévision, vous trouvez Vivement Dimanche, et vous trouvez Michel Drucker. Et si vous allumiez votre télévision il y a 10 ans, c'était la même chose, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Alors nous, avec Jacques, on ne souhaiterait pas que ce syndrome nous frappe. On était déjà aux 20 ans de l'UPSTI, tous les deux. On est aux 30 ans, rassurez-vous, c'est notre dernière prestation. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas devant vous reparler de la genèse. Mais par contre, il y a des choses qu'on doit se dire, parce qu'il y a des gens qui sont dans la salle et qui ne nous connaissent pas. Enfin, si Jacques, forcément, il est connu. Mais je crois que c'est ça aussi, l'UPSTI, c'est la transmission. Alors, le point de départ, souvent, je dirais, quand on parle de l'action que j'ai pu mener, on y associe souvent la notion d'inventeur de l'UPSTI. Alors je voudrais quand même... Des journées de l'UPSTI, pardon. Je voudrais quand même ramener aujourd'hui une vérité. Je ne suis pas inventeur, je suis copieur. Parce que en sortant de cette maison, j'ai eu l'occasion pendant quelques années de faire de la recherche. Et la recherche, je dirais, c'est le plaisir pour les chercheurs d'avoir des réunions, des congrès, des symposiums où ils se retrouvent, généralement tous les ans ou tous les 2 ans, sur un site quelque part sur la planète, payé par les laboratoires. Effectivement, il y a des contributions scientifiques, mais il y a aussi des visites de sites. C'est comme ça que moi j'ai eu l'occasion de visiter la NASA dans le cadre d'une journée comme ceci. Et puis il y a des grands bals somptueux avec des choses comme ça. Donc quelque part, lorsque moi j'arrive à l'UPSTI comme un galopin en culotte courte, comme un jeune professeur, je l'ai été à une époque, eh bien c'est vrai que c'est un petit peu avec cette idée et cette envie d'investir cet espace, puisqu'en fait les professeurs de classe préparatoire sont très acteurs, très actifs, mais très centrés sur leur établissement et sur leur classe. Et il y a bien la lettre de l'UPSTI, qui est un organe de communication, de lien, mais c'est vrai qu'il y a cet espace. Alors, je viens, à un moment donné, il est vrai, présenter devant le conseil de l'UPSTI ce projet de dire, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un espace d'une journée ou 2 journées où on se retrouverait quelque part sur le territoire avec de la formation, des échanges, enfin bon, les bases que vient de rappeler Jacques ici, là, dans cette présentation. Et bien évidemment en disant, bon, les collègues mettront la main à leur poche pour se retrouver. Et je crois que la première réaction, c'est le souvenir que j'en garde, parce qu'au sein de l'UPSTI, du conseil de l'UPSTI, il y a quand même des sommités. Enfin, je ne vais pas citer des noms, mais il y a des professeurs de classe préparatoire qui ont autorité, qui ont écrit des livres. Enfin, je veux dire, bon. Et la réaction globalement du conseil, je dois vous dire, à cette première présentation, c'est quand même une hilarité assez générale. C'est-à-dire que c'est quand même un peu saugrenu de voir un jeune prof venir proposer des choses comme ça. Quand je dis hilarité générale, non. Il y en a un qui rit pas. Il y en a un qui rit pas et qui dit c'est un peu flou, mais c'est intéressant. Fouille la question. Et celui qui dit ça, c'est Norbert Perrault. Donc c'est pas non plus un hasard. Et donc tout au cours de l'année, à chaque réunion du conseil, eh bien ce dossier avance. Donc il avance, mais ce n'est pas simple. À un moment donné, on déclenche une enquête. On envoie à nos 550 adhérents de l'époque une enquête en disant mais quel format, quel type de choses vous souhaiteriez. Je n'ai pas refouillé dans mes notes parce que le chiffre, je l'ai en tête, on a 56 réponses. Moi, je suis catastrophé. Norbert me dit mais c'est excellent. 56 réponses sur 500 adhérents, c'est superbe. Et Norbert Perrault dit à ce moment-là une chose, il dit, parce que les journées de Nantes commencent à s'avancer. Et puis, la réforme nous engage, c'est-à-dire que le conseil de l'UPSTI est un peu partout. L'inspection générale est très en charge. Et donc, on sait que l'enjeu des journées de l'UPSTI des premières de Nantes, c'est à la fois meubler cet espace qui reste à conquérir, mais aussi proposer à l'inspection générale, à quelques semaines de la rentrée, une extraordinaire plateforme de communication
en amenant tous les enseignants. Donc quelque part, on a envie de le faire, mais pour autant, les signaux ne sont pas très favorables. Et Norbert Perrault a cette décision à ce moment-là. Je vais lui rendre hommage, mais je ne vais pas faire que ça, ne vous inquiétez pas, je l'esquinterai aussi tout à l'heure. C'est de dire, de toute façon, les journées de Nantes, même si on est 25, on les fera. Et à partir de là, le train est sur les rails, le train est parti. Lorsqu'on inscrit, chers collègues, puisque à cette époque-là, on n'était pas toute une équipe, hein, ça s'est structuré, on était des artisans. D'ailleurs, je suis un petit peu contrarié aujourd'hui de voir que les panneaux plastiques que j'avais fait faire ne sont pas là. Hein, parce que c'est quand même l'investissement de l'UPSTI. Et je n'avais pas pris l'option plastification parce que c'était quand même très onéreux. Bon. Alors, c'est 206 collègues qui s'inscrivent et on refusera. Alors, à partir du moment où on dit 206, là, d'un seul coup, c'est l'effervescence au sein du Conseil parce que jamais le Conseil s'est retrouvé en situation de communiquer dans cette situation. Donc, je voudrais vous dire que deux clins d'œil en termes de souvenirs. Un premier clin d'œil, c'est que je ramène dans ma Twingo 3 inspecteurs généraux, un devant, 2 derrière, dont un doyen. C'est quand même assez extraordinaire. Je les emmène à leur hôtel, puis je les ramènerai au bateau. Alors vous allez dire, un professeur de classe préparatoire qui a une Twingo, c'est quelqu'un qui n'a pas bien réussi. Oui, mais c'était la deuxième voiture. J'avais laissé la grosse à mon épouse ce jour-là, bien évidemment. Parce qu'avec l'inspection générale, je n'allais pas leur montrer que j'avais une grosse voiture avec des cylindres. Et on s'en va prendre le bateau comme vous l'avez pris hier soir. Et la soirée est un moment absolument extraordinaire parce que tout le monde s'éclate. Enfin, je veux dire, ça a été tous les gens qui y étaient en gardent un souvenir complètement ému qu'on ne peut pas retranscrire. Par contre, on peut retranscrire une information qui me semble importante. Et je voudrais libérer l'actuel trésorier de l'UPSTI, je ne sais pas où il est, d'une inquiétude. Voilà. Alors écoute bien, parce que le bateau va faire son tour, revient, mais malgré les 4 heures de navigation, de Java, de fête, de cotillon et tout ça, parce qu'il y avait une réelle tension quand même, hein, on est à 2 mois de la réforme, d'une réforme majeure, hein, donc il y a vraiment une tension. Et personne ne veut descendre du bateau. Sauf que le problème, le bateau est loué que jusqu'à minuit, donc il faut quitter le navire, si j'ose dire. Et donc Norbert vient me voir, me dit non, on ne peut pas s'en aller, il faut faire quelque chose. Donc comme je connaissais un peu le directeur, on fait venir le directeur, est-ce qu'on peut louer le bateau? Oui, alors il nous loue le bateau 1 heure. Donc on rajoute ça dans nos frais. Mais moi je dis, j'ai pas budgété la location du bateau. Hein, parce que sur le budget immense, on a été déficitaire de 800 francs, hein, c'est-à-dire environ 120 euros. Hein, et donc champagne. Parce que c'était royal, sauf qu'on n'avait pas le budget. Donc cette note, chers collègues, de la location du bateau et le champagne, je ne l'ai jamais reçue. Alors je voudrais dire quand même au trésorier qu'il peut libérer les fonds qui sont bloqués depuis maintenant 16 ans, parce que je pense qu'on peut légitimement considérer qu'il y a, que ça a été inscrit pour perte et profit. Voilà. Alors, premier enseignement peut-être, et Jean-Paul Kovalik qui est là en est le témoin, c'est que ces journées de l'UPSTI ont été bâties par des professeurs qui enseignaient en T, pour une réforme qui s'inscrivait pour les classes de PSI. Et je crois qu'il y a un premier enseignement que je voudrais arrêter avec vous, c'est de dire que le fait qu'il y ait une solidarité entre les filières demeure une force essentielle de l'UPSTI. Donc voilà, donc on peut continuer. Comment on a un petit peu modulé tout ça? Quels ont été les axes de travail? Eh bien, vous connaissez tout ça maintenant, des conférenciers industriels en salle plénière, des conférenciers industriels sur les sites d'entreprise avec visite, des conférenciers qui viennent d'écoles d'ingénieurs, d'universités, du ministère de l'Éducation nationale, donc inspection générale et évidemment principalement, disons, voilà. Des conférenciers UPSTI, il y en a toujours, de manière plus ou moins importante. Un salon des équipementiers de matériel et puis des stages de formation. Et sous cet axe-là, on a un petit peu fait une petite planisphère France. Voilà, Nantes en 95, Paris en 96 aux mines, Dijon en 97, Toulouse en 98, on va revenir un petit peu là-dessus après, 99 Paris, les arts et métiers, Paris Tech, 2000 Supmeca à Saint-Ouen, Lyon en 2002, Lille en 2004, 2005 à nouveau Paris via l'école des mines, Grenoble 2006, 2007 cette fois c'était Centrale, Nancy en 2008, 2009 EDF à Clamart, Bordeaux 2010,
Cachan en 2011. Voilà. J'ai pas continué, j'attends peut-être... Ben, moi, à mon non. avis, sur cette carte, Jacques, Voilà. il manque un point. Hein. C'est Clermont-Ferrand. Puisqu'il y a Michelin, qui est le plus grand manufacturier de pneus au monde. Donc manifestement, là, je ne sais pas ce que fait l'équipe dirigeante de l'UPSTI, mais il me semble que sur cette carte, il manque le cœur de la cible. Et que fait l'inspection académique locale qui pourrait éventuellement ouvrir un certain nombre de portes. Voilà, donc Clermont-Ferrand sur les listes. Ici, quelques petits murs d'images rapidement, les thèmes et les endroits associés. Vous remarquerez, bon évidemment, Nantes 95, la réforme comme cœur de présentation. Et puis alors, nouveaux concours, nouvelles épreuves. Les 3 premières versions, premiers concours, enfin on a fait vraiment le point sur un certain nombre de concours, sur les nouvelles pratiques et la réforme, et puis l'enseignement par les travaux pratiques. Puis après, l'évolution des démarches de conception en Toulouse 98, et ainsi de suite. Je vous laisse lire ça, mais assez rapidement, vous aurez le diaporama, le deuxième mur qui nous emmène jusqu'à 2010. On n'a pas recité le nom de toutes les équipes, de toutes les chevilles ouvrières, parce que je crois que le message qu'on veut envoyer, c'est que les journées de l'UPSTI, elles appartiennent qu'à l'UPSTI. Voilà. Bon, un petit mur d'image, un petit peu sur toutes les sociétés qui ont participé de près ou de loin à tout ça, éventuellement les écoles d'ingénieurs et les universités. Voilà. Et puis ici, un rapide bilan en termes d'intervention d'industriels, de grandes écoles, de ministère de l'Éducation nationale, UPSTI. Bon, voilà. On voit bien que sur les 3 premières versions, Nantes 95, Paris 96, Dijon 97, on s'est concentré plus sur la réforme que sur l'avenue d'industriel. Et on voit apparaître un point dur, enfin quelque chose d'important à Toulouse 98, où là, on n'y tenait plus, il fallait absolument se retrouver auprès d'une grande entreprise industrielle, et on avait choisi l'aérospatiale à Toulouse. On retrouve la grande barre bleue qui indique quelles sont les industries, quelles sont les rencontres que nous avons effectuées avec les différents industriels, soit par des visites, soit par des conférences, notamment Grenoble. Un petit mot sur les colloques. J'ai marqué Paris 2005 colloques. En fait, il ne s'agit pas tout à fait de journée de l'UPSTI, car il n'y avait pas de visite de site industriel à cette époque-là, pour Paris 2005, mais c'était un colloque de grande tenue scientifique. Et le colloque Paris 2007 pour les mêmes raisons. Voilà. Rapidement, j'ai retrouvé dans mes archives les programmes des différentes sessions. Et j'aimerais, pour donner un peu de dynamisme un petit peu à tout ça, vous voyez, en bas à droite, on a demandé un petit témoignage. Alors la règle du jeu, elle est simple. Une minute à l'intervenant pour pouvoir nous dire ce qu'il pense de ses souvenirs de l'époque, de ces journées ou d'autres journées. Michel, une seconde. Et voilà, et on essaiera de passer rapidement après au micro, le micro rapidement. Alors Norbert, sur les premières journées de Nantes, qu'est-ce qu'il fallait retenir et qu'est-ce que tu as retenu de la question? Rapidement, quand tu m'en as parlé, tu m'as demandé quelles étaient les journées de l'UPSTI qui m'avaient le plus marqué. Ce sont bien évidemment celles de Nantes 1995, parce que ce sont les premières, mais pas essentiellement pour ça, tout simplement parce qu'on était, comme l'a rappelé Luc, dans une période de forte tension. Nous allions faire évoluer les programmes, les structures, les enseignants étaient inquiets, et je pense qu'ils sont repartis rassénérés de ces journées. Et en plus, nous avons eu au cours de ces journées de l'UPSTI 1995 la présentation des nouveaux matériels qui allaient équiper nos labos. Je crois que finalement, c'est celle qui m'a le plus marqué. Bien évidemment, je ne parlerai pas de cette grande fête sur le bateau où on a vu le doyen de bête faire la chenille. Et on a vu les membres du PSI et l'inspection générale aller chercher les femmes qui étaient en train de déjeuner en bas, parce qu'il y avait 2 étages, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait tous dansé avec ces dames qui s'embêtaient tristement sur le bas du bateau. Alors, j'avais dit que j'aurais un souvenir à l'intention de Norbert Perrault. Donc, je voudrais vous narrer, c'est une photographie assez extraordinaire, puisque les collègues arrivent le jeudi matin, selon la procédure que vous connaissez bien, s'inscrivent. Donc, il y avait le grand hall du lycée Livette, du bâtiment nouvellement reconstruit.
Et au même temps qu'on commence les inscriptions, la presse débarque. On avait envoyé des dossiers de presse et donc la presse débarque. Donc il faut qu'on se soustrait à cette phase d'inscription pour aller répondre à la presse. Et donc forcément, les collègues se massent un petit peu dans l'entrée, ça prend un petit peu de retard à l'inscription et à ce moment-là, Norbert qui arrive du train, je pense qu'on n'avait pas dû aller le chercher, ce qui est déjà un crime de lèse-majesté, arrive, voit dans le hall tous ses collègues qui attendent, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Hein, donc il était déjà patient à cette époque-là. Hein. Paris 96, l'école des mines. On aimerait bien que Jean-Paul Kovalik nous dise un petit mot dans les mêmes contraintes, 1 minute maxi au micro. Oui, ben moi j'ai fait partie de la mise en place des premières, parce que j'ai aidé Luc à mettre en place sur Nantes les premières journées. Et donc si je suis encore là, même si j'ai vieilli comme lui, donc si je viens systématiquement donc, à ces journées-là, c'est que je trouve ça très formateur et avec tous les items que vous avez annoncés, elle joue bien ces rôles-là, parce qu'à chaque fois que je quitte ces journées de l'UPSTI, je repars émerveillé encore, même si j'ai déjà un certain âge, parce que j'ai appris plein de choses. C'est l'occasion de voir tous les collègues, de voir l'inspection, et donc j'ai toujours trouvé ça sympa. Et je voudrais dire à tous les jeunes de continuer, de venir, c'est bien, il y a beaucoup de jeunes, hein, donc ça c'est très bien. Et puis deuxièmement, il y a encore plein de villes qu'on n'a pas vues encore affichées, donc n'hésitez pas, hein, ça demande beaucoup de travail, mais ça donne une superbe reconnaissance par la suite, quoi. Voilà, merci. Merci Jean-Paul. Je crois que tu as raison, Jean-Paul, il y a une dimension humaine qui est fondamentale, quoi. Il y a un espace de rencontre et que seul le présentiel offre, c'est évident. Alors, Dijon, où est-ce qu'on est rendu? Excuse-moi, parce que je suis perdu, moi, Dijon. Ça va vite. Dijon. Alors à Dijon, c'est dommage que Claude Boischaud soit pas là, et je voudrais, malgré son absence, citer Claude Boischaud, parce que Claude Boischaud a été un fidèle vraiment des journées de l'UPSTI, hein, Monsieur Claude Boischaud, inspecteur général de sciences physiques. Et à Dijon, il avait énoncé quelque chose, et je voudrais, malgré le caractère scientifique tout à fait incontestable de Claude Boischaud, lui dire que je ne sais pas si ce qu'il avait dit était de l'ordre de la loi ou de la prophétie. Mais je ne sais pas si tu te souviens, Norbert, à l'entrée de Dijon, il y a Madame le proviseur qui est là, Claude Boischaud est là, tu es à sa gauche, et moi je suis en train de finir ma présentation, puisque tu sais que j'ai toujours aimé les choses qui étaient vivantes et non préparées. Et Claude Boischaud, à un moment donné dans son discours, se retourne vers nous deux, tout en s'adressant à la salle, en disant bah, « De toute façon, moi je suis inspecteur général, mais vous voyez, ces deux-là, ils pourraient l'être. » Tu te souviens? Bon. Et donc je voudrais dire qu'en termes de loi physique, c'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où il n'y en a qu'un sur les deux qui l'est, ça tient plus de la prophétie. Hein, voilà. Alors, on voudrait aussi donner un petit peu la parole à Jean-Marc. Il est où Jean-Marc? Jean-Marc Chéreau, voilà. Oui, bonjour. Oui, les journées de l'UPSTI, pour moi, c'est des journées extraordinaires. Lorsque je suis arrivé en prépa, c'était juste à la fin 94. Donc, j'ai fait les premières journées en 95. Puis après, je suis rentré au conseil de l'UPSTI. Et puis, les journées au départ, vous l'avez dit, mais ça devait être que tous les 2 ans. Et puis, finalement, c'était tellement bien qu'on l'a fait tous les ans. Et chaque année, moi personnellement, et même mes amis et mes copains, attendent chaque année les journées afin qu'on puisse se retrouver. Mais particulièrement en ce qui concerne Dijon, oui, c'était encore le début. On a fait des présentations, là on voit quelques noms, sur les cahiers des charges, sur l'analyse fonctionnelle, etc. Des choses que on intégrait doucement et vite finalement dans nos programmes et puis surtout dans notre enseignement. Bon, après, tout ce qui a été visite d'usine, visite d'entreprise, des contacts avec les industriels, on a développé ça et on essayait aussi, même au conseil de l'UPSTI, on avait mis des gens qui devaient s'occuper des contacts avec l'industrie afin de pouvoir alimenter non seulement les journées, mais aussi nos savoirs et après les redispatcher vers nos élèves. Ok, merci Jean-Marc. Alors, quand on rentre, je me souviens de Dijon, dans la voiture, Jacques, Jean-Marc, moi-même, sous une pluie battante. C'est une chance d'ailleurs, tu avais des essuie-glaces sur ta voiture. Ils ne sont pas toujours bien équipés, tes voitures. Et donc on se dit qu'il est l'heure peut-être d'avoir une ambition totalement démesurée. Et c'est dans cette voiture, sur le voyage du retour, que naît l'idée de contacter Airbus ou ADS, appelez-les comme vous voulez, pour la session d'après. C'est à ce moment-là que vient cette idée un petit peu folle. Alors, on a eu beaucoup de chance dans cette entreprise
vers l'aérospatiale. Je passerai dans un instant la parole à François Weiss, parce que je suis sûr que François a en mémoire cette heure d'échange que nous avons eue avec M. Jean-Marc Thomas. Alors, M. Jean-Marc Thomas est un homme petit par la taille, mais immense par le talent, puisque c'était le patron, le grand patron du bureau d'études d'Airbus. À l'époque où nous l'avons rencontré, il avait 7 avions en développement sous sa responsabilité. Et on nous avait dit, jamais vous pourrez voir cet homme. Donc on lui avait envoyé un petit dossier de presse, un petit courrier. Je me souviens encore, on avait mis que Airbus était le fer de lance en aluminium de l'industrie française. Et M. Jean-Marc Thomas, qui est un homme qui aime et nous reçoit. Alors c'est un moment qui reste marqué dans les esprits, parce que c'est un immense bureau qui domine les pistes à Blagnac. Son adjointe vient nous guider, elle nous emmène à la table de réunion en nous disant « vous pouvez vous asseoir là ». Donc on comprend très bien que c'est quand même un homme qui règle les choses. Monsieur Thomas arrive, s'assied à la table, nous salue. Je me souviens très bien, ouvre son bloc-notes, ouvre son stylo et nous dit « messieurs, vous êtes nos clients, que souhaitez-vous » Ce qui est quand même absolument extraordinaire pour des profs sortis de la classe de rencontrer un des plus grands patrons de l'industrie française, voire mondiale, tenir ce type de discours. Et je crois qu'il nous a particulièrement émerveillés. On nous avait dit qu'on ne l'aurait pas lors des journées LUPSI. Il est rentré du Japon pour faire sa présentation. À la fin de l'entretien, il nous a proposé de mettre en place 3 films. Il a dit, est-ce que ça vous dirait d'avoir des films? Donc on a dit oui. On a défini les motifs des films. Tu te souviens, François? On a défini même, je ne sais pas s'il avait enregistré, mais on a retrouvé nos mots dans les films. Hein, donc il voulait faire quelque chose de vraiment très ciselé. Et puis le soir, il sera venu au dîner de l'UPSI du jeudi soir. On était dans un grand hôtel de Toulouse. J'ai jamais compris, parce que cet homme n'a ni bu ni mangé ce qu'on avait commandé. Parce que tout le monde le connaissait, il mangeait avec du poisson, il buvait avec du vin blanc. Donc moi j'étais très inquiété, encore par un problème de notes, hein, cher trésorier. Et cet homme qui connaissait évidemment tout le monde sur Toulouse était en train de se faire servir un repas, lui, comme il avait l'habitude de consommer. Mais il était venu à ce dîner parce qu'il était intéressé par savoir comment on fonctionnait. On l'a un tout petit peu étonné, mais ça nous a permis de faire vivre les journées du LUPSI. Alors, on avait écrit un courrier à M. Thomas, un courrier de remerciement. J'ai retrouvé ça dans mes archives, signé donc de Jacques Ayache, de Jean-Marc Chéreau, de moi-même et de François Weiss. Et je vous lis simplement un passage de ce courrier, parce que je crois qu'il traduit véritablement un sentiment que nous avions tous à ce moment-là. Donc ce courrier est un courrier de remerciement après les journées de l'UPSI. Donc je vous lis un bref passage. On lui dit qu'on est tous satisfaits, et je précise, cette unanimité au sein d'un groupe de plus de 100 professeurs mérite d'être notée, hein, ça c'est vrai, hein. Trouver 100 professeurs qui sont d'accord, c'est pas facile. Et les regrets qui ont été émis ont trait à la frustration des exposés que l'on aurait souhaité voir durer, des questions que l'on n'a pas eu de temps de poser, des visites que l'on a dû écourter. Nous sommes venus une journée, il aurait fallu prévoir une semaine. Votre présentation a constitué un point culminant de cette journée, et nous pensons qu'elle restera longtemps dans les mémoires. Vous verrez tout à l'heure si le petit film qu'on va vous passer tout à la fin reste d'actualité ou non. La précision avec laquelle vous avez répondu à notre demande nous a troublés, et nous y voyons une première leçon de management, donner le meilleur de soi pour inciter les autres à en faire autant. Et ça, je crois que c'est l'enseignement numéro 3 des journées de l'UPSI. Je pense que c'est l'exemplarité. De retour, nous avons eu, du retour que nous avons eu de nos collègues, nous pensons que le message est passé. Vous avez assurément contribué à faire accomplir un rapprochement entre l'enseignement et l'industrie. Cela a été si bien perçu par nos adhérents que nous allons continuer sans relâche à œuvrer dans cette direction. Voilà. Monsieur Thomas nous avait dit à cette occasion, messieurs, nos armoires vous sont ouvertes. Norbert a fait un sujet tout de suite derrière, je me souviens, pour le concours commun central. Nous-mêmes, nous avons fait un sujet ensuite pour l'agrégation sur la machine à draper, c'est-à-dire à poser des bancs en carbone. Nous sommes allés 2 jours chez Forest Linné, qui était son fournisseur exclusif, tout frais payé, hôtel, restaurant. Et nous avons publié le sujet de l'agrégation sur la réalisation du caisson central de l'A380 avant même que l'avion décolle ses roues du sol. Donc voilà de quelle façon cet homme s'est mis au service, pour une raison fort simple, d'abord parce que son métier le passionnait, et aussi parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas récolter des ingénieurs dans une entreprise si on ne sème pas la passion chez les jeunes qu'on va former et qu'on va engager. François, c'est à toi. Oui, merci Jacques, merci Luc. J'ai une deuxième petite anecdote en ce qui concerne ces journées de Toulouse.
par téléphone. Je reçois un coup de téléphone, je crois que c'était Luc qui m'appelait, et il me dit, écoute, on est un petit peu en surnombre, les profs sont trop nombreux, et on aurait besoin d'une autre visite industrielle. Bon, moi je dis, écoute, je vais faire ce que je peux, et dans la mesure du possible, je te rappelle. Donc je prends contact avec certaines connaissances que j'avais à l'Association aéronautique de France, et j'obtiens un rendez-vous avec Monsieur Molette chez Matra Marconi Space. Et Monsieur Molette me reçoit, il me dit, mais vous enseignez les sciences industrielles, mais qu'est-ce que c'est que les sciences industrielles? Donc j'essaye d'être assez concret et je lui dis, c'est un assemblage de la mécanique et de l'automatique pour faire la commande de systèmes industriels. Bon, j'étais tout petit dans mon coin, il me dit, écoutez, nous avons ça chez nous, ça tombe bien, et il me propose, j'ai un jeune ingénieur qui va vous faire l'explication du système de contrôle et d'attitude et d'orbite des satellites. Première chose. Et puis, je lui dis aussi, on aime bien les choses concrètes. Et puis, écoutez, nous avons un hall d'assemblage où nous faisons l'assemblage de la case Ariane, une partie de l'Ariane 5. Et je vous propose de faire une visite. Écoutez, c'est parfait. Et je pense que mes collègues vont être tout à fait satisfaits. Et ça s'est tout à fait bien déroulé, en fait. Merci François. Moi, je voudrais rajouter un tout petit mot par rapport à Toulouse et rendre hommage à Hélène Favre, qui n'est pas là. Et en précisant que finalement, peut-être que certains de nos collègues utilisent encore un travail qu'elle avait déjà amorcé à cette époque, qui est le changement d'altitude d'Airbus A320 en col d'info, en informatique, comme vous voulez, ou en simulation. Et c'est un document qui avait été écrit à cette époque-là. Voilà. Alors deux petits points également pour dire à tous, et particulièrement aux jeunes professeurs, que rien n'est jamais facile. À ce moment-là, au sein de l'UPSTI, la réussite des journées de l'UPSTI est considérée par certains de façon inégale. Il convient de le dire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle moi-même, mon mandat à l'UPSTI est un mandat qui a été bref, il a été de 4 années, où je me suis donné à fond, mais avec l'engagement de ressortir. Sinon, il m'aurait proposé d'être président, donc vous voyez où j'aurais fini. Donc c'était plus clair. Mais sachez qu'à un moment donné, au sein de l'UPSTI, on a adressé une commission d'enquête. Parce que forcément, aller à Toulouse préparer des journées comme celle-ci, ça nous a obligés de faire des déplacements, de prendre l'avion, des choses comme ça. Donc on est rentré dans un niveau nouveau d'investissement dans les préparations des journées. Et donc, certains ont mis en doute, voilà. Donc il y a eu une petite commission d'enquête qui a été pilotée, qui a montré qu'effectivement on était dans une logique tout à fait saine. Mais pour vous dire qu'un chemin n'est pas toujours jonché de roses. Je veux dire qu'il faut aussi progresser là-dedans. Et je tiens à dire que dans ce travail de commission d'enquête, jamais le doute ne s'est installé dans l'esprit de Norbert Perrault. Voilà. Et puis le jour des journées de Toulouse, pour finir, une petite anecdote aussi assez rigolote. Claude Boischaud était là. Et Norbert Perrault m'avait donné comme mission de le marquer à la culotte, c'est-à-dire de le suivre partout, dans tous les ateliers, et de lui expliquer tout ce qu'il sait. Alors en fait, je suis désolé que Claude Boischaud n'est pas là, parce que j'avais prévu de le dire devant lui, mais je l'appellerai tout à l'heure pour lui préciser. Claude Boischaud dit souvent qu'il a des compétences importantes en sciences industrielles pour l'ingénieur. Je dois vous dire que tout ce qu'il sait, c'est moi qui lui ai appris. Bon. On continue un petit peu rapidement, rapidement le déroulé de tout ça. En 99, on était aux Arts et Métiers ParisTech, où là encore, on a ouvert un petit peu plus avec un conférencier qui, a priori, n'avait rien à voir avec la technologie, quoique. Il était venu nous parler des technologies nouvelles. C'était Michel Serres, écrivain et philosophe, pour ceux qui s'en souviennent. Et là, j'aimerais bien que Jean-Marie Virelli nous dise un petit mot. Un tout petit mot. Pourquoi un tout petit? Hein? T'as peur que je parle? Non. Mais là, on a un petit peu... Voilà. T'es à la bourre, moi. Bon, non, on n'est pas à la bourre, On est bien. Oui, déjà, la première chose que je vais dire, c'est que je vous remercie tous de m'inviter à ces journées du l'UPSTI, parce que, vous n'ignorez pas que je ne fais pas partie de l'UPSTI, que je n'en ai jamais fait partie. Donc, grand merci de m'inviter à chaque fois. Vous avez compris que c'est avec grand plaisir que je venais, puisque je viens régulièrement. Je vais vous confesser un truc incroyable, c'est que je n'ai pas un souvenir spécial de ces journées de Paris. Le seul souvenir qui m'a marqué, c'est que
cette année-là de 99, avec l'intervention d'un chercheur, ça m'a fait comprendre un truc sur lequel je ne croyais pas trop jusque-là, c'est que la formation par la recherche pour les profs de prépa était un incontournable dans les années à venir. En d'autres termes, on a passé des années et le LUPSTI est arrivé et la réforme est arrivée. Peut-être que tout à l'heure on me donnera la parole pour que je vous raconte 2-3 histoires de cette vie difficile de naissance des sciences industrielles. Mais on est toujours ici dans cette école marquée par la formation des profs. Et moi qui ai une formation très appliquée, j'ai toujours cru que la fondamentale c'était de donner des outils appliqués sur les systèmes pour faire les apprentissages. Mais c'est bien gentil de faire ça, il manque une dimension fondamentale qui est celle qu'aujourd'hui on est capable d'apporter par la recherche. Et j'espère que les journées que vous avez vues aujourd'hui vous ont permis de comprendre ça. Deux choses, pardon. La première, c'est que tous les gens aujourd'hui, tous les gens que vous voyez dans l'industrie, y compris que vous écoutez de très près ce qui s'est passé avec EADS, vous avez écouté ce matin les différentes conférences. La formation par la recherche, cette nécessité fondamentale de se remettre en cause sans arrêt, apporte deux choses ici à Cachan. La première, évidemment, c'est les compétences spécifiques de cette formation. Et la deuxième, c'est un lien extraordinairement étroit avec l'industrie. Alors, si vous pouvez faire passer un message vis-à-vis de vos élèves, ce serait celui-là. C'est que Cachan est une image, effectivement, de formation un peu spécifique qui n'a rien d'appliqué, malheureusement. J'espère que ce matin, on a réussi à vous montrer que l'application à Cachan, dans la construction même de la formation des enseignants, est largement, très largement ancrée dans l'industrie et dans la réalité de l'industrie, parce que les gens que vous voyez aujourd'hui qui font de la recherche avec des industriels sont payés par les industriels pour la faire et qu'ils ont intérêt à réussir. Donc, si vous pouvez garder ce message-là, je crois que c'est un message d'avenir, un message fort. La formation par la recherche est l'avenir de demain. Les métiers de demain, les métiers importants de demain sont des gens qui ont été formés par la recherche. Et à mon avis, il y en a pour une quinzaine d'années encore. Merci. Merci Jean-Marie. Poursuivons le déroulé. Paris 2000 Submeca. Ah, Luc. Luc, tu as été élu et nominé là pour pouvoir dire un petit mot. Oui, je crois que c'est un petit mot sur les TIPE. Les TIPE dans leur dimension industrielle. Voilà, c'est les effets boule de neige de l'UPSTI, puisqu'on a pris contact avec Toulouse, c'est ce qu'on a raconté, je crois, en détail. Autour de Nantes, il y a beaucoup de sites de l'aérospatiale. Les gens de la région nantaise apprennent que des professeurs de classe préparatoire sont allés à Toulouse. Ils apprennent même que des professeurs de Nantes étaient très impliqués dans l'organisation. Et donc, prennent contact avec nous. Et à ce moment-là, eh bien, nous allons travailler à la mise en place de TIPE, c'est-à-dire travailler sur des thématiques industrielles qui engagent tous les ans une dizaine, même au début on a eu une quinzaine d'élèves, qui sont allés travailler dans le cadre de l'entreprise avec des ingénieurs pour développer des TIPE. Et M. Dematia, donc un ingénieur du site de Nantes, était venu à Paris témoigner justement de ce qu'on avait mis en place. Je crois que, Jean-Paul, tu peux peut-être dire un petit mot, parce que je crois que ça se poursuit encore aujourd'hui. On a toujours de bons rapports donc, avec l'aérospatiale, anciennement aérospatiale, parce que maintenant c'est Airbus. Et donc, même pour ceux qui étaient sur Nantes ou pour les Olympiades de SI, puisque les Olympiades, la finale académique des Olympiades de sciences industrie, de sciences de l'ingénieur, se sont déroulées justement donc, sur le site d'Airbus Nantes, où on a encore de très fortes collaborations. Et donc, c'est grâce aussi notamment encore à M. Dematia que j'avais eu les contacts, notamment avec les ressources humaines qui nous ont permis de réaliser de belles journées, notamment cette belle journée de finale académique des Olympiades. Voilà. Je crois que M. Dematia, monsieur le doyen, ne doit pas être décoré des palmes académiques. Je crois. Alors, Lyon 2002. Lyon 2002, nous étions donc au lycée La Martinière à Lyon. Il m'a semblé voir Jean-Louis Sylvestre, je ne sais pas si... Il est là ? Au-dessus de... Ah, tout en haut. Est-ce que le contrat étant de 1 minute maxi, est-ce que tu es capable de nous donner un petit souvenir de cette époque? Je tiens à préciser que Jean-Louis Sylvestre coordonnait l'équipe avec tous ses collègues du lycée La Martinière. Et donc la réussite de ces journées, ça passe forcément par un travail d'équipe forcené et des gens qui, localement, travaillent 25 heures sur 24. Merci de me donner la parole, mais je voulais souligner, comme tu viens de le faire, que je n'étais qu'un des représentants de l'équipe qui a construit avec votre aide, avec l'aide du bureau, donc ces journées de Lyon. Pour l'anecdote, moi j'ai un grand souvenir, on en parlait encore avec quelques-uns il n'y a pas longtemps, c'est l'immense chaleur
l'immense chaleur humaine, vous l'avez déjà souligné, mais aussi l'immense chaleur, puisqu'il devait faire pas loin de 40 degrés dans la petite salle dans laquelle on était. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là, mais ils doivent s'en souvenir. Hormis l'anecdote, il y avait eu 2 pôles importants, une partie visite de site industriel, puisque Lyon est une grande ville industrielle aussi. Et puis, on a parlé de pédagogie, et de pédagogie autour des travaux pratiques. Et déjà à cette époque, et déjà depuis longtemps, en tout cas, ça s'était matérialisé là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait travaillé sur la cordeuse, et puis peut-être mis en place des choses au travers de la modélisation, des essais, expérimentations et le recalage de modèles déjà. Donc ça, c'était très important. Et puis je crois qu'il y a une réflexion en cours, et on en reparlera peut-être bientôt, autour de ces compétences spécifiques aux travaux pratiques. Merci. Alors, l'École centrale de Lille, Luc. Deux petits mots aussi, puisque bon, vous avez compris, moi il y a longtemps que je suis sorti de l'UPSTI, mais j'ai gardé une wildcard, c'est-à-dire qu'on me fait toujours revenir par un endroit. Et donc là, il y a 2 points pour moi qui sont marqués dans ma mémoire pour ces formidables journées de Lille. Hein. Je crois qu'on a vécu un très, très grand moment là aussi. C'est une intervention avec un ingénieur de chez PSA, puisque lorsque le mur qui sépare l'Est et l'Ouest s'écroule en Allemagne, eh bien, c'est aussi la communication avec tous les ingénieurs qui ont travaillé de l'autre côté du mur. Et on découvre une expérimentation, plus ou moins une théorie, qui a 50 ans, qui s'appelle TRIZ. Et on découvre que depuis 50 ans, les Russes développent leurs recherches autour de cet outil. Et bien voilà, bon, c'est aussi un peu des aspects de veille que tu avais cités tout à l'heure, Jacques, c'est-à-dire à l'UPSTI de dire ça existe. Et M. Monnier, qui était responsable de tout l'engagement de Citroën PSA autour de cette démarche, est venu témoigner. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, cette démarche a droit de citer dans la réforme des STI 2D qui démarre dans quelques semaines. Et puis un autre contact, vous voyez un petit peu plus bas, Bombardier Transport. Bombardier Transport qui fabrique des tramways, des TGV. Et donc nous initierons des contacts avec Bombardier qui fera que quelques mois plus tard, nous serons en mesure de proposer un sujet au bac S, sciences de l'ingénieur, mais ça je vous en parlerai dans 2 diapos. Sur donc 2005, colloque 2005 aux mines, là, Jean-Michel, un petit mot. Volontiers. Alors c'est vrai que ces journées ont continué hein, comme les précédentes, et je pense que c'est un fil rouge qu'on n'est pas prêt de quitter, à savoir qu'il y a de la convivialité qui est recherchée à travers ces journées, de l'échange, qu'il y ait beaucoup de charges humaines hein, dans ces journées, mais ça j'ai l'impression que ça continue à marcher. Mais surtout, il y a un besoin, au fur et à mesure que l'UPSTI progresse, hein, s'aperçoit qu'il faut s'ouvrir. Alors l'ouverture, elle est sur différents axes hein, par rapport aux entreprises, ça c'était déjà fait, mais aussi rechercher des relais d'opinion que nous n'avons pas et qu'ont d'autres disciplines. D'autres disciplines, vous avez des prix Nobel, il y a des académiciens des sciences, il y a des médailles Field. Nous, on n'a pas ces relais-là et c'est gênant. Donc on a intérêt aussi à se faire connaître à l'extérieur, aux décideurs de haut niveau de l'entreprise. Là, il y avait Louis Gallois qui était présent, hein, qui avait apporté un témoignage très fort. Et puis aussi auprès des décideurs politiques. Je pense aussi, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre de parlementaires. C'est quand même eux qui tiennent les cordons de la bourse. Et je me souviens qu'à la sortie de Paris 2005, des mines, un conseiller du ministre m'a dit « je ne pensais pas que les sciences de l'industriel s'étaient développées à ce niveau-là ». J'étais resté avec l'image du DESDUS. Voilà, en gros, le message, c'est de dire notre environnement doit être intégré dans toutes nos réflexions. Je reprendrai ça tout à l'heure lors de mon intervention. Tant que mes 2 compères sont au micro, juste une petite parenthèse hein, pour... Alors, vous avez failli égratigner l'inspection générale, donc on a le droit de représailles. Je me rappelle que Jacques a élevé une maxime en tant qu'UPSTI, hein, quand il nous a souvent dit c'est pas la peine de se cacher, il y a les oreilles qui dépassent, ça c'est une grande maxime qui est... La maxime du lapin, oui. Et puis il y en a une qui est attribuée à Luc, qui a certainement jailli les soirées, lors de soirées tendues de veille, quand il faut rendre le sujet pour le lendemain, où Luc, rappelle-moi, tu dis que c'est au pied du mur. Alors c'est Jacques qui dit ça, mais c'est tout à fait juste. C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Bon. Alors, avec ces 2 témoignages-là, vous voyez qu'en 2005,
L'UPSTI a failli basculer et devenir une annexe du collège de pataphysique de Boris Vian. Heureusement, on a tenu bon et on est reparti sur de bons axes. Bon, enfin, c'est simplement un petit clin d'œil pour dire qu'on a toujours pu travailler sérieusement, mais dans la joie et la bonne humeur. Ok, merci Jean-Michel. Alors, pour Grenoble 2006, il y avait un petit mot de Claude Boischaud. Je pensais qu'il était là, mais il n'est pas là. Donc, on va passer. On le salue, mais on ça a déjà été fait. Voilà. Paris 2007, École centrale. Bon, je pense que c'est pas la peine de faire de redites, mais vous voyez la teneur des intervenants et des interventions qui ont été envisagées à cette époque. Nancy 2008. Alors de Nancy, je ne sais pas qui on a. On avait dit consulter. Bon, pour Nancy 2008, là aussi, on voit que Claude Boischaud, finalement, il est venu souvent nous voir et souvent il a eu même la parole, qu'il a souvent gardée d'ailleurs. Voilà. Paris 2009. Ah tiens, Paris 2009. Hervé, un petit mot. Hervé Rioux, président actuel de l'UPSTI. Oui, peut-être un petit mot pour dire que c'était en fait la première fois où une toute nouvelle équipe complètement renouvelée pour organiser ces journées était en œuvre pour les journées de l'UPSTI. Et alors bien sûr, le transfert de compétences avait été fait entre ceux qui auparavant s'investissaient énormément dans l'organisation de ce colloque et puis la nouvelle équipe qui mettait tout ça en œuvre. Et une nouvelle équipe qui d'ailleurs est toujours celle dont je cite le nom à chaque fois parce que j'y tiens vu leur investissement là-dedans. Peut-être une petite anecdote à direction de notre chère inspection générale pour l'organisation de ce colloque. Quelques semaines auparavant, donc, nous étions chez EDF pour préparer dans le détail le déroulé des journées. Et je me souviens d'une réflexion qui avait été la suivante, qui avait été faite d'ailleurs par Yvon Gagnebet. Yvon, tu avais dit, je m'en souviens, écoutez, monsieur le représentant d'EDF, vous qui prenez en charge le restaurant, je me fiche de ce que vous allez nous cuisiner, mais pourvu qu'il y ait du vin rouge. Bon, merci Hervé. Je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière à 2008. Michel Pumayou est là. Tu peux dire quelque chose au nom de l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied, comme toutes les équipes qui ont préparé les journées quand ça se passe en province. Voilà, bonjour. Moi, je voudrais signaler le fait que d'avoir préparé les journées de l'UPSTI, ça a resserré la cohésion de l'équipe donc au niveau des classes préparatoires du lycée. Et donc j'en garde un très bon souvenir, et en particulier dans l'investissement qu'on a eu au niveau des visites d'usines qu'on a organisées. Ok, merci. Bordeaux 2010, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on a François Motard. Oui, moi c'est un peu comme les interventions précédentes, j'étais qu'un tout petit morceau de l'équipe des 11 Bordelais. On a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble, on a vécu une belle aventure, on était très heureux de vous faire découvrir notre région sous l'aspect touristique et puis on va dire aussi sous l'aspect industriel. Et puis en lien avec les dernières anecdotes, quand on a préparé le repas, on n'avait pas voulu prendre le vin du restaurant parce qu'on trouvait ça moyen, donc on a dit on va aller en chercher. Et puis du coup on avait dit au passage on va prendre quelques caisses pour nous, payer séparément, je rassure le trésorier, c'était bien prévu comme ça initialement. Et puis au fur et à mesure de la soirée on a commencé à ouvrir nos caisses et puis elles y sont finalement toutes passées, puisqu'il a dû rester 2-3 bouteilles qui paraît que des membres du bureau se les sont réparties. Je les ai jamais vues moi, celles-là. C'est Yvon peut-être qui les a récupérées, non? J'ai pas dit de non, moi. Alors c'est vrai que quand on va à Dijon ou à Bordeaux, c'est toujours le risque, on l'avait connu aussi à Dijon, et c'est encore un des avantages de venir à Clermont-Ferrand, c'est que là, sur le côte de Boude, vous n'allez pas vous précipiter. Bon, Cachan, on est à l'intérieur, donc on va passer, le programme est là, mais on ne va pas commenter. Pour être observateur, il faut être externe à l'élément qu'on observe. Voilà. On voudrait dire un tout petit mot sur un petit peu non, je dirais pas les conséquences, mais sûrement que la façon dont les enseignants de sciences industrielles se comportent avec leurs étudiants et la façon dont ils défendent les sciences de l'ingénieur via les programmes et via les types d'exercices qu'ils donnent et via leurs relations industrielles, on doit être pour un petit peu dans l'évolution qui est présentée derrière.
notamment ici les inscrits au concours dans la filière PSI qui, on peut dire, qui rattrapent ceux de la filière PC en partant d'un écart quand même relativement important. Et puis la même observation est conduite sur les places au concours. Donc tout en sachant qu'on n'est pas les seuls responsables, mais on est sûrement un petit peu responsable de tout ça. Oui, je crois que tous ceux qui ont œuvré et qui ont engagé la réforme, avec tous les risques que ça comportait, auraient bien signé il y a 12 ans pour ces courbes-là. Hein, c'était un magnifique succès. Ce magnifique succès, il est aussi, je disais tout à l'heure, dans les enseignements de l'UPSTI, que je vais résumer rapidement. C'est que la vérité vient de l'extérieur, c'est ce que je vous ai dit. On s'est inspiré de la recherche universitaire pour bâtir ces journées. 2, la solidarité. 3, l'exemplarité, comme nous l'a montré M. Thomas. Et puis 4, c'est redondant, c'est l'empreinte industrielle ou issue de la recherche. Quelques petites diapositives rapides concernant quelques sujets qui ont égrené ces années, et notamment quelques sujets pré-bac pour changer un petit peu. Peut-être que Luc, tu as un mot à dire là-dessus. Oui, parce que c'est aussi intéressant, quand on dit s'ouvrir, c'est aussi sortir, aller voir ce que font les élèves, notamment avant qu'ils vous arrivent. Et je voudrais peut-être aussi un petit peu vous rassurer. Je sais que ces sujets sont pour la plupart sur le site en ligne, donc vous les connaissez. Néanmoins, je voudrais refaire un petit focus. Alors j'en ai pris 4, pas tout à fait au hasard, parce que c'est 4 que j'aime bien. Le premier du tramway, Bombardier, je vous le disais tout à l'heure. Juste à sa droite, eh bien là nous sommes sous les jupes de Queen Mary, rassurez-vous, pas la reine, le paquebot. Et il manque quelque chose sur cette photo, il manque le gouvernail. Parce que la motorisation est assurée par 4 pods, dont les 2 arrière qui sont rotatifs. Et vous remarquez que les hélices se visent dans l'eau. Eh bien voilà ce que nos élèves de sciences de l'ingénieur auront étudié en 4 heures au concours général. Donc ils ont des compétences, ils ont des connaissances d'ingénieur. Celui qui est en bas à gauche, développé avec la société Thyssen qui fabrique des ascenseurs. Comment engager une technologie qui se passe de local machine, Et puis le dernier, là en bas à droite, bâti avec une société allemande, la société Dekra. Alors, ces 4 sujets ont un point commun. D'abord, ils sont sur une problématique industrielle, c'est-à-dire que la problématique n'a pas été posée par les professeurs, elle a été posée uniquement par les industriels, elle est posée hors de l'institution, parce que l'inspecteur qui encadrait ces sujets est quelqu'un qui a très mauvais caractère et qui donc avait mis cette règle de fonctionnement. Deuxième chose, le sujet s'est construit dans une relation industrielle continue, dont pour certains sujets 1 an. 1 an de travail de relation. Et troisième point de jalon, eh bien, le sujet dans sa phase finale, dans sa forme finale, avant d'être basculé sur les rotatives de l'imprimerie nationale, a été relu par les ingénieurs des sociétés qui ont fait leurs commentaires sur la phase finale. Voilà des éléments de construction qui prévalent également à l'extérieur des classes préparatoires. Bon, pour ce qui concerne l'évaluation au concours, bon, je vais passer assez rapidement. Vous connaissez tous ces sujets. Ils ont été regroupés cette fois plutôt par thème que par année. Et simplement, ce que Luc et moi aimerions souligner à cet endroit, c'est la chose suivante, c'est qu'on est tous passionnés par des sujets de ce type-là, mais on se dit aussi qu'à l'extérieur, il faut faire attention à l'effet, je dirais, carte postale, et que derrière ces belles images, il y ait vraiment une démarche de l'ingénieur qui soit testée. Et ça, c'est ce qui nous paraît être le plus important. On a été marqué à une époque parce qu'on avait des collègues dont le talent était immense, mais dont la spécification était, ou la spécificité plutôt, était un peu particulière. C'est-à-dire que par rapport à une photo comme ça, vous mettez au défi d'écrire un sujet de 4 heures. Mais je trouve que c'est effectivement un exercice remarquable, mais je trouve que c'est un exercice absolument à s'interdire, à proscrire. On n'a pas à inventer des problématiques simplement en regardant une photographie et en posant des paramètres. Ça n'est d'aucun intérêt, je crois, par rapport à nos ambitions. Voilà. Je dirais presque à ce moment de la présentation, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est en 2011, on n'a pas parlé de 2012, 2013, etc. Donc on va resituer un tout petit peu quels pouvaient être les problèmes qui peuvent être, auxquels on peut être confronté, nous, enseignants de classe préparatoire, de sciences industrielles pour l'ingénieur en classe prépa. Quelques diapos que vous connaissez, enfin, pour ceux qui étaient là il y a 1 an, il y a 2 ans, simplement. Oui, il reste 5 minutes. Donc en 2 minutes, je vais passer rapidement. Des enjeux de population mondiale, ça c'est très important. Des enjeux d'accès à l'eau, à l'énergie, à l'alimentation. Les réponses qui sont proposées par les écoles d'ingénieurs, vous les connaissez. Celle-là, c'est la réponse d'Hervé Biosser.
Celle-là, c'est la réponse de Nicolas Chemanov, directeur des études de mines de Paris, qui donne deux points de vue importants sur l'innovation. Et celle-ci, c'est la réponse des arts et métiers, et toutes ces réponses viennent directement des archives des intervenants que je viens de citer. Celle-là, c'est la réponse de la CTI, la Commission d'éthique d'ingénieurs, avec son édition 2009, qui traduit ce que c'est qu'un ingénieur, pour elle. Et là, je dirais, autant on était parti dans un premier temps sur des enjeux, je dirais, presque paranationaux, enfin des enjeux sociétaux au sens large. En voilà un autre. Je voudrais juste souligner ce petit aspect. L'ADP, l'aéroport de Paris, envisage de rééquiper tous ces terminaux de convertisseurs 400 Hz et d'enrouleurs pour alimenter les avions quand ils sont à l'arrêt au bout de la passerelle, pour ne pas faire tourner les moteurs. Et donc le marché, c'est 150 convertisseurs, 7 millions d'euros. Bon, la seule société française capable de produire ce service est indiquée au bout à droite, mais elle n'est pas capable de fournir l'ensemble des deux. Le contrat, c'est sur l'ensemble des deux. La seule société capable de fournir l'ensemble des deux, c'est Pilair. Pilair, dont on avait déjà parlé à Nancy en 2008, et qui est une société allemande capable de produire ce genre de solution. Et sans préjuger des résultats du choix de l'élu par rapport aux 4 présentés, on peut penser que Pilair sera en très bonne position, au détriment d'autres sociétés. Je voudrais... On va terminer peut-être. Oui. Voilà, on aimerait donc, pour terminer, je dire un tout petit mot sur le groupe de travail compétences qui a été mis en place par la conférence des grandes écoles. Et ce groupe compétences, il avait des objectifs, on en a déjà parlé, mais là, depuis les objectifs placés, Depuis les objectifs, on a vu les comptes rendus, c'est-à-dire on a rendu les conclusions. Alors, je vais rapidement, en résumé et en 2 mots, c'est de dire que nous, sciences industrielles, on s'est senti à l'aise à l'intérieur de toute cette analyse, de tout ce travail qui a été fait, car les conclusions principales, c'était de raisonner par la démarche compétences pour toutes les disciplines et pour toutes les écoles, pour toutes les disciplines, pour toutes les CPGE. En résumé, alors que nous, on est à l'aise, puisque depuis 1995, comme on l'a vu dans les programmes, tout est déjà écrit comme ça, on a tous les outils pour pouvoir le faire, à condition de garder cette avance et de continuer à la propager. Au bilan, un petit mot sur le bilan. Oui, des questions qui restent actuelles. Voilà. Le continuum entre les CPGE et les GE, c'est toujours de parler en termes de compétences. La mutualisation nous paraît indispensable, le site de l'USTI participe. Les ressources industrielles, c'est un mot-clé important. Les sciences industrielles de l'ingénieur ne sont pas les sciences industrielles de l'enseignement. On se pose toujours la question de quel est le dernier industriel que l'on a rencontré, que vous avez rencontré, que tu as rencontré. Industriel ou chercheur. Ou chercheur, voilà. Les journées de l'UPSTI appartiennent à l'UPSTI, c'est l'UPSTI qui en fera ce qu'il veut, et on a en quelque sorte l'UPSTI et les journées qu'on mérite. Donc il faut développer de l'énergie, c'est difficile, c'est de la sueur, mais sans sueur, il n'y a pas de deuxième principe. Et si vous ne le faites pas, qui le fera? Voilà. Alors on termine par un petit... Voilà, ce deuxième principe, il a été formulé d'une façon différente. On vous laisse lire cette phrase, je crois qu'elle s'exprime d'elle-même. Tu nous mets le film, Jacques? Je mets le petit film de 3 minutes et ça sera terminé. Voilà. Et on vous remercie de votre attention. Qui rend hommage à Toulouse et puis à l'engagement des industriels, je crois, dans leur ensemble. C'est une façon aussi de leur rendre hommage. Vous allez voir comme ce film demeure, je crois, d'actualité. Durant 30 ans. Cela implique de répondre avec précision à différents paramètres en tenant compte de l'évolution prévisible des techniques et des besoins. Voilà, c'est celui-là. Aérospatiale est entrée depuis de nombreuses années, grâce aux outils informatiques de pointe en matière de conception et de fabrication par ordinateur, dans l'ère de la virtualité. Ces outils nous permettent même aujourd'hui de concevoir et de développer nos produits du XXIe siècle en ingénierie concourante, c'est-à-dire que tous les métiers impliqués dans les études peuvent travailler simultanément et en parallèle sur une maquette virtuelle, enrichie des informations les plus récentes pour connaître immédiatement l'évolution des études. Cet avion virtuel, cette complexe machine imaginaire n'existe pourtant pas, même si l'on peut déjà le faire voler ou l'explorer à son gré sur son écran d'ordinateur. Si l'on se plaît à dire qu'à Aérospatiale, nous avons la tête dans les nuages,
nous n'oublions pas de garder cependant les pieds sur terre. Car ce monde virtuel en explosion aujourd'hui peut finir par apparaître comme une réalité pour les acteurs qui évoluent dans cet univers en 3 dimensions. Et si tout comme un oiseau n'est pas conscient de l'ère dans lequel il évolue, bien souvent l'utilisateur n'est pas conscient de l'information qu'il utilise et du monde dans lequel il travaille. Il ne faut jamais oublier que cette réalité n'est qu'une représentation mentale introduite dans une machine. C'est pour cette raison que la maîtrise parfaite de ces outils ne nous affranchit pas cependant de l'impérieuse nécessité de garder le sens réel et physique des choses, d'avoir en permanence à l'esprit les ordres de grandeur des produits sur lesquels nous travaillons. Essais physiques en soufflerie ou en laboratoire, à l'échelle ou sur des maquettes, au sol ou en vol, autant d'expériences, d'analyses, de tests qui nous ramènent à la juste et entière réalité de notre métier d'avionneur. C'est une étape fondamentale sans laquelle nous ne serions pas en mesure de valider nos choix et nos innovations technologiques. Il y a des choses qu'on ne peut pas simuler. Il y a la flexibilité de la structure de l'avion, il y a le fait que l'air bouge dans tous les sens à la fois, et il y a les sensations de l'homme, le corps, ce qu'il ressent en vol. De la maîtrise de ces 2 univers, le virtuel et le réel, dépend la satisfaction des utilisateurs de nos avions, qu'ils soient compagnies clientes pour leur fournir les produits répondant à leurs besoins et leur garantir une exploitation optimale de leur flotte, qu'ils soient passagers pour leur assurer confort et sécurité. Voilà. Merci de votre attention et puis aussi merci de votre intention. Eh bien, écoutez, je crois que c'est une vraie belle présentation sur ce qu'a été l'historique de ces journées. Et je vous remercie de tout mon cœur d'avoir permis à l'ensemble des personnes qui se sont investies un jour ou l'autre dans l'organisation de ce colloque, d'avoir pu s'exprimer. C'était tout simplement génial, chers collègues.